La pluralité est au cœur de notre identité en tant que société canadienne. Nous nous faisons souvent un devoir de parler de notre désir d'accueillir et d'inclure toute personne qui vient s'établir ici. Mais ici, comme ailleurs, tout ne tourne pas rond. Il suffit de regarder, par exemple, le système carcéral, où le nombre de jeunes noirs et de jeunes autochtones est nettement plus élevé que leur proportion dans la société. Justement, pour parler de cette situation, je reçois aujourd'hui Darlène Fabienne-Lozis. Elle est juriste, médiatrice, intervenante communautaire, et Katia Dorsainville-Peters. Elle est également intervenante dans la communauté. Elle est aussi directrice de ressources humaines. Et nous parlons d'une journée de réflexion qu'elles organisent sur les jeunes et le système judiciaire canadien. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui Katia. Bonjour Katia et Darlène. Et comme je vous disais dans l'intro, il y a des injustices ici aussi. On n'a pas. J'admirais beaucoup notre premier ministre la semaine dernière, ou il y a quelques semaines, quand il était en Chine et qu'il a fait un discours où il a dit on n'a rien à enseigner, on n'a rien à. On n'est pas un modèle pour tout le monde, là, nous autres ici. Là. La justice sociale, ça n'existe pas encore. Là. Il y a encore des jeunes, il y a encore trop de monde qui souffre, y compris les Autochtones. Et on veut parler aussi surtout, aujourd'hui, surtout des jeunes qui sont racialisés. Merci d'être là toutes les deux. Un plaisir, un plaisir. Je sais que vous travaillez, c'est une question qui vous préoccupe beaucoup. Vous organisez une journée. Commençons par parler de cette journée le 14 octobre. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le 14 octobre, on aura, c'est une conférence débat, en fait. Donc, on invite le public à y participer. Et lorsqu'on dit le public, ce n'est pas seulement les gens qui viennent de communautés ethnoculturelles, parce que c'est un débat qui doit se faire des deux côtés. Donc, ce n'est pas unidirectionnel, c'est bidirectionnel. Donc, dans le sens où on aimerait aussi avoir des Canadiens qui sont les premiers immigrants ici et qui ont façonné cette société-là pour qu'on ait ce dialogue-là. Parce que pour arriver à régler le problème, donc il faut tout le monde. Donc c'est ça, et ça va se faire le 14 octobre au 525 rue Côté, qui est le complexe sportif Saint-Laurent, et ça débute à 18h30. On va avoir différentes personnes, différents intervenants, donc entre autres le chef de la police d'Ottawa, il y aura aussi le procureur général de l'Ontario, et on va avoir un policier aussi qui va discuter du problème, et moi-même comme conférencier. Mais on va aussi avoir des artistes, des jeunes artistes. Donc, on aimerait avoir des jeunes aussi parmi nous. Ben oui, si on parle des jeunes, il faut avoir des jeunes. Hein? Absolument. Parce que trop souvent, on parle des jeunes, puis on oublie, puis ils ont tellement riches de réflexions et de choses à dire. Donc, c'est une journée où on va parler. Ça, en fait, est-ce que le mot jeune racialisé, ça s'applique bien sûr à des jeunes qui sont marginalisés à cause de la couleur de leur peau? Absolument, parce que racialisé, on voit justement à le fait de donner un caractère racial à quelqu'un, à un groupe. Donc c'est pour ça qu'on parle de racialisé. Et donc, puisque toutes les actions posées ont rapport à, en fait, non pas rapport à la race, mais qu'on donne cet élément racial aux actions, donc ça vient des jeunes racialisés. C'est pour ça qu'on parle de ça. Oui, oui. Parce qu'il y a des groupes qui sont marginaux, mais ils ne sont pas identifiés comme par rapport à la couleur de leur peau. Alors, ça veut dire que tu peux être peut-être une personne qui fait partie du groupe de lesbiennes et gays, LGBT, comme ils disent, mais ce n'est pas quelque chose qui se voit quand tu marches à tous les jours. Mais quand tu as une différente couleur, puis une culture, mais ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas enlever du jour au lendemain. Donc, on va revenir plus tard à ce colloque, que je trouve ça super intéressant. C'est le 14 octobre au complexe Saint-Laurent, là où il y a la piscine, la bibliothèque. C'est très beau comme endroit. Et puis, ce sera tu dis un débat. Est-ce que vous attendez, est-ce qu'il y a des discussions corsées? Oh, ben, pas nécessairement corsé. Okay. On aimerait que les gens soient authentiques dans leur approche. Okay. On aimerait que les gens disent les choses, partagent leur vécu, pour qu'on puisse arriver à trouver des solutions
commune. Le problème, c'est qu'en niant les problèmes qui existent, fait en sorte qu'on n'arrive pas à les résoudre adéquatement. Ouais. Donc, ce qu'on aimerait, c'est arriver au point où on se parle des préoccupations, on se parle des réalités, de ce qui a été fait aussi, parce qu'on n'est pas les premières à ouvrir ce pot-là. Hein? Donc, il y a eu des gens qui se sont battus pour ça. Il y a eu beaucoup de gens canadiens et personnes issues de communautés quand qui tu se dis sont... canadien, tu veux dire des blancs? Oui, parce que je préfère cette appellation-là quand je le dis et puis je parle après de personnes dites noires parce que j'ai un malaise. Parce Moi, que j'ai un si malaise on est avec en nommer n'importe- c'est oui, ça, oui. au 21e siècle, on en parle encore de peau. Donc ça veut dire qu'on n'est pas prêt de sortir de ce Non, bourbier. mais le fait que vous organisez cette soirée-là, qu'est-ce que ça dit pour notre société? Autant que je suis d'accord avec vous, puis je suis la première à le dire, puis je le dis tout le temps, puis je le dis toujours, j'aimerais ça qu'un jour on arrête de mettre des couleurs sur qui on est ou des origines ou quoi que ce soit. Mais présentement, dans la société, on est loin de là. On a fait beaucoup de progrès. Oui. OK, il faut le dire. On a fait beaucoup de progrès. Pour commencer, avec le travail que je fais avec le service de police d'Ottawa, mon rôle, c'est de créer un pont entre la communauté et le service d'Ottawa et puis de pouvoir améliorer la relation. Puis il y a des gens qui pourraient dire pas juste améliorer, même la créer, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a même pas de relation qui est déjà établie. Mais si tu penses de l'historique des policiers dans notre société, puis tu veux parler de l'historique noir, mettons, l'histoire des Noirs, les premiers policiers étaient ceux qui étaient des slave catchers, qu'ils appellent. C'est-à-dire leur rôle, c'est d'aller derrière trouver chercher les des esclaves échappés, puis de les ramener où ce qu'ils essaient de ramener. Fait que c'est ça notre historique. Fait qu'on va dire, regarde, on va s'entendre, on a fait beaucoup de progrès. Non seulement ça, mais même déjà la manière que le système judiciaire s'est aligné aussi. Hein, parce qu'avant, c'était très difficile, beaucoup plus difficile de trouver des avocats bilingues. Hein, avoir un juge bilingue qui pouvait écouter, c'est ça. Quasiment pas. Et ceci, mais et les Franco-Ontariens... Même aller devant un tribunal en français, ça fait rien qu'à peine 30 ans. Ben oui, ben Puis encore là, c'est pas long, 30 ans dans l'histoire d'un peuple. Là. Justement, et moi, j'ai eu à faire un travail là-dessus quand j'étais en droit. Et c'était ça, j'étais assez étonnée de voir que même pour avoir ce service-là, c'était difficile. Donc, il y a quand même eu des changements. Mais maintenant, en fonction de ces changements-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses et pour que ça devienne une normalité? On en est arrivé là. Qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne une normalité? La manière que tout le système judiciaire fonctionne, la manière que les policiers sont formés, parce que tout vient de ça. Est-ce qu'il y a des formateurs issus de minorités qui établissent les formations? Il n'y en a vraiment pas de ce que je comprends. Donc, ça veut dire qu'il faut des formateurs, des gens qui vivent aussi certaines difficultés, qui comprennent cette réalité pour pouvoir le transmettre aussi à ces policiers. Donc, lorsqu'on voit un homme noir, on voit une femme noire, quelle que soit l'heure de la journée, on n'est pas appelé à avoir peur tout de suite et à sortir notre âme, à sortir notre taser, parce que ce n'est pas nécessairement des gens qui vont nous attaquer. Ouais. Et c'est tout ça, que ça devienne une normalité, qu'il y a certains pays, vous savez, qu'il y a des policiers qui n'ont même pas d'armes. Oui. Cuba en est un exemple. Oui. Donc, on parle souvent de Cuba comme si c'était très triste, ce peuple, mais il y a beaucoup de belles choses qui se passent à Cuba, au niveau social. Donc, c'est toute cette normalité où le jeune homme, quand il sort le soir, il n'a pas à avoir peur. Et que le parent est à la maison, il se sent en sécurité de dire que mon fils sort, ce n'est pas un jeune homme violent, ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un malfrat. Il sort, il est 19 h, je n'ai pas à m'inquiéter, à appeler tous les parents de ses amis pour savoir est-ce qu'il est là, où est-ce qu'il est rendu, parce qu'il a la peau foncée. Oui, oui. C'est tout ça. Mais j'aimerais ça qu'on parle, le parallèle. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe dans le milieu judiciaire, comme on vient de parler, et qu'est-ce qui se passe dans le milieu du travail? Je sais que moi, comme consultante, j'ai fait plusieurs études pour essayer de voir comment on pouvait devenir plus représentatif, dans les conseils scolaires surtout. Il y a des places où ça a bougé, il y a des places où ça n'a pas bougé du tout, là, puis on parle de 20 ans passés. Est-ce que ce qu'on voit dans le système judiciaire est un reflet de ce qu'on voit ailleurs dans la société?
sur cette question. On va aller à la pause. On en parle au retour. Restez avec nous. Kétia Dorsainville-Peters est directrice de ressources humaines et Darlene Fabienne-Lozis est juriste. Elle a fait son droit ici à l'Université d'Ottawa. Oui. Médiatrice, tu as choisi de travailler dans le domaine de la médiation. Puis tu aides aux gens à, bien sûr, quand on est médiatrice, il faut toujours voir les deux côtés. Toujours. Et puis il faut essayer de voir le meilleur chemin pour avancer. Et c'est un peu ce qu'on cherche présentement avec, en regardant la société. C'est quoi le meilleur chemin pour avancer? On ne peut pas dire Est-ce qu'il y a un côté qui est incompréhensible ici, là? En fait, les gens, on dit on ne peut pas entrer en médiation lorsque les parties pensent qu'elles ont raison. Parce qu'il n'y a aucune façon qu'on entre en médiation lorsque les parties veulent négocier par opposition. Okay. Donc, on garde notre position par position et par opposition. Je dis ça parce qu'il y a deux éléments de ça. Et donc, lorsqu'on reste sur notre position, il n'y a rien à changer parce que notre cerveau n'est pas ouvert à entendre autre chose. Et c'est ce qu'on veut. Le truc, c'est que dans tout sur cette planète-là, il y a du bon, il y a du mauvais côté. Et il y a toujours place à l'amélioration. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de pouvoir mettre les valeurs. Parce que le truc, c'est que quand on arrive chez quelqu'un, la personne aussi a un effort à faire, donc à accepter à recevoir la personne qui vient. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intégration. L'intégration vient du latin integrare, qui veut dire faire un tout. Oui. Hein? Donc, s'écouter entre justement. nous. Oui. Donc, en faisant ça, on arrive vraiment à avoir les deux côtés et à prendre le meilleur de ces deux côtés-là. Oui. Puis on se laisse transformer. Il faut assumer notre vulnérabilité ici pour se laisser ouvrir, se laisser transformer. Toi qui travailles dans le domaine des ressources humaines, on parle de racisme systémique ici, là, quand on parle du système judiciaire. Est-ce que tu vois cette même réalité dans le milieu du travail? Ouais. Est-ce qu'on a encore la difficulté à embaucher une personne parce qu'elle est noire? Oui, le racisme systémique est dans toutes les institutions canadiennes, malheureusement. Dans le milieu du travail, il est aussi dans le système judiciaire, il n'est pas aussi flagrant qu'il était. Il est un petit peu plus subtil, d'une manière que, premièrement, les opportunités d'emploi vont se faire entre personnes. Oui. Entre amis. Ça veut dire que moi, si présentement, la plupart des gens qui sont dans des places, des positions d'influence sont des personnes qui ne sont pas racialisées ou noires, alors déjà, les décisions qui sont faites, habituellement, ils ne considèrent pas les gens qui sont racialisés ou de différents groupes. Fait que déjà là, inconsciemment, les décisions qui sont faites, ils ne portent pas attention aux besoins de d'autres groupes. Fait que déjà là, c'est une manière qu'il y a des blocs qui se font pour certains groupes. Puis quand on dit racialisé, on parle des jeunes noirs, mais on pourrait parler de n'importe qui où ça paraît qu'il n'est pas blanc. Exact, Ça peut être les Premières Nations. Oui. Ça peut, à partir de ton nom, quand tu envoies ton résumé, puis ton nom n'est pas un nom typiquement blanc canadien, déjà là, il y a un problème. Je ne sais pas si c'est un problème, mais déjà, oui, la décision inconsciente de la personne qui regarde, qui fait la décision de dire, OK, qui que je vais interviewer pour ce poste-là. Parce que c'est humain de vouloir s'associer à des personnes qui nous ressemblent. Exactement. Fait que le bias... Il faut faire un effort pour sortir de ça. C'est ça que j'allais dire. Puis c'est ça que j'allais dire. On a toutes des bias. On a toutes des expériences de vie qu'on utilise pour faire des préjugés. Puis on utilise ces préjugés-là, puis ces expériences de vie-là pour faire des décisions. Des fois, il faut qu'on fasse des décisions présentes, vite. Alors, on utilise tout le bagage qu'on a pour prendre des décisions ou pour pouvoir se protéger peut-être d'un danger. Alors, c'est normal. Mais ce qu'on essaie d'inviter à la communauté et dans notre message, c'est de faire attention à ces genres de préjugés-là qu'on a. Moi, personnellement, je travaille là-dessus à tous les jours. Quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, je leur donne le bénéfice du doute jusqu'à la chance du contraire. Oui, oui. Alors, j'essaie de ne pas juger les gens que je rencontre par rapport à les gens
préacquis que j'ai déjà à l'arrière de ma tête. Donc, tu fais des efforts, tu prends conscience de ta façon de penser, ta façon d'être. Est-ce que nos enfants qui vont être passés au travers du système scolaire, qui vont deuxième génération, troisième génération, puis il va y avoir un métissage qui va se faire entre les différentes origines, puisque ces enfants-là viennent d'ici, donc leurs origines sont ici, là. Est-ce que on peut arriver un jour, vous pensez, si on n'intervient pas, est-ce qu'on peut arriver un jour à un vivre ensemble? Il y a déjà un vivre ensemble. C'est juste améliorer ce vivre ensemble-là. Parce que moi, tout comme le truc, c'est qu'une personne qui est ouverte à différentes réalités est une personne qui va être aimable, qui va s'ouvrir aux autres, qui va vouloir vivre des expériences. Et dans toute société, malheureusement, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui refusent les changements, qui pour eux, c'est quasiment proche de la xénophobie. Si on n'a pas ça, c'est à cause d'eux. Et donc, on associe des éléments qui n'ont aucun rapport. Au point que ça a changé parce que, au point que je regarde ma fille qui maintenant veut devenir la première ministre de son école. Hein. Moi, beaucoup de gens là, qui sont passés avant nous n'auraient jamais cette idée de poser leur candidature à l'école primaire pour devenir la première ministre de leur école. Donc, et je trouve ça drôle quand elle dit, moi, je vais vraiment travailler sur ma campagne. Et elle est toute excitée. Et je vois différents jeunes, différents enfants de cette école-là, Canadiens, Québécois, tout ce qu'on veut. Et ils se considèrent comme Canadiens, ils se considèrent comme Québécois parce qu'ils sont Canadiens. C'est justement ça. Oui, pourquoi je le dis? Parce qu'il y a plusieurs générations où les gens ne se considéraient pas comme Canadiens. Parce qu'il y avait beaucoup de difficultés à se faire accepter. Il y avait beaucoup de difficultés. Et on dirait qu'il fallait qu'on fasse beaucoup plus pour prouver qu'on est Canadien. Donc, eux, ils n'ont pas ça. Et ça, c'est tant mieux. Donc, ça veut dire que les choses commencent à changer. Ce que ça fait, c'est que ça te rendait un petit peu insécure. J'ai grandi à Montréal. Je suis venue ici, je suis née en Haïti, mais je suis venue ici au Canada à l'âge d'1 mois. Alors, quand quelqu'un me rencontrait et me disait « Oh, d'où est-ce que tu viens? » Je disais « Oh, je viens de Montréal. » Puis il me dit « OK, bien vraiment, comme avant ça, d'où est-ce que tu viens? » Je suis comme « OK, ouais, d'Haïti, mes parents viennent d'Haïti. » Là, ils vont dire « Oh oui, alors, est-ce que tu connais ça? » Puis tu connais... Non, pourtant, je connais, non, j'ai jamais été encore. J'ai jamais encore été à Port-au-Prince, en Haïti, tu sais. Mais ce que ça fait, c'est que j'ai voulu retourner en Haïti pour savoir, OK, moi, là, la prochaine fois qu'on me pose la question, je veux avoir une identité. Je veux avoir une identité parce que je suis au Canada. C'est comme si on n'avait plus d'identité, en fait. À ce qui paraît, je ne suis pas canadienne, mais aussi je ne suis pas haïtienne. C'est ça. Du côté des Haïtiens, on n'est pas trop haïtiens parce qu'on n'a pas les mêmes réflexes, parce qu'on n'est pas là depuis longtemps, on n'a pas grandi là-bas. D'un côté, tu n'es pas canadien parce que tu es noir. Et puis, on te fait sentir que tu n'es pas nécessairement des nôtres. Et donc, finalement, il y a toujours ce dualisme, cette difficulté d'identité que beaucoup de nos jeunes qui sont maintenant en prison vivent. Parce que chez eux, ils ne se reconnaissent pas comme haïtiens nécessairement, ou comme congolais, ou comme... Non, parce qu'ils sont souvent... Justement, c'est pas la leur réalité, on est en deuxième et en troisième Justement, génération. Leur réalité, c'est là, c'est ici. Et donc, on leur envoie cette identité-là et il y a cette discussion continuelle qui se fait à la maison. Ben oui, mais t'es... Et donc, finalement, ces jeunes se sentent un peu perdus. Et beaucoup d'entre eux, pour se faire accepter, vont accepter de commettre des délits mineurs. Parce que moi, on en a eu. Et j'ai des parents qui me témoignent ça tout le temps. Donc, ces jeunes-là, pour se prouver, vont aller voler. Oui, et puis, tu sais, le regard de l'autre est tellement important. Donc, si l'autre me regarde comme si j'étais un criminel en potentiel, bon, ben, je vais le devenir, qu'est-ce que j'ai à perdre? De toute façon, il me traite comme si j'étais un criminel. Exactement. Fait que je vais le faire, tu sais. Mais comment se fait-il... Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas intervenu, c'est parce qu'on n'a pas bien intégré, bien inclus les parents? Parce que souvent, c'est les enfants de familles immigrantes ou de familles réfugiées. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas accueilli de la bonne façon la première génération? Je pense qu'il y a une grosse lacune là-dessus. Parce que les gens sont arrivés avec... Le Canada, c'est un pays qui fait bon de vivre. Moi, j'ai vécu dans d'autres pays et j'ai compris ça aussi. Mais la manière que l'intégration a été faite de telle manière, et beaucoup d'immigrants ont critiqué ça,
déjà la manière de nous définir, parce qu'on fait comme si on est un tout. On n'est pas un tout. Ah oui. Parce que Écoute, je vais t'arrêter là. Il faut aller à la pause parce que ça va prendre du temps. Je trouve très important ce que tu dis. Hein? Tu sais, quand on va mettre toutes les personnes qui ont la peau noire ensemble, comme, on a fait ça longtemps, les gouvernements ont fait ça longtemps avec les francophones. On s'en va à la pause, on est tout de suite. On est venu de loin, hein, Darlene, parce que moi, je me souviens très bien dans les années 90 d'avoir animé des fins de semaine où le gouvernement finançait des franco-ontariens blancs, puis des francophones qui ne voulaient pas se dire franco-ontariens noirs. Puis on se rencontrait dans des hôtels et les gens parlaient, mais je pensais qu'ils étaient pour s'entretuer par Oh, nous. ben Là. oui. Oh, il y a des journées, là, j'aurais voulu tordre le cou de tout le monde. Mais parce que les gens, ils apprenaient à vivre ensemble. Mais il a fallu passer au travers cette étape-là pour arriver aujourd'hui. Mais je me souviens qu'à cette époque-là, on mettait tout le monde ensemble. Tout le monde Vous était... parlez français, vas-y. Puis les Noirs ensemble, Oui, là. ouais. Que tu viennes de Djibouti ou que tu viennes du Togo ou que tu viennes d'Haïti, On était Les tous Noirs. pareils. On Tout le est monde tous était pareils. pareil. Ouais. Mais c'est ça aussi le problème, parce que je me rappelle même à l'université, hein, on était des Noirs ensemble et puis on dit, oh ben ça c'est le ghetto et tout ça. C'est faux, parce que moi-même j'apprenais de ma consoeur béninoise, j'apprenais de... Et donc, c'est pas une question de ghetto, ça n'a rien à voir. Comme on dit souvent, malheureusement, qui se ressemblent s'assemblent. On a tendance à aller près des gens qui nous ressemblent. Exactement. Et C'est naturel. l'identité pour nous, c'est la peau. Parce que Ben, on c'est nous a- visible. c'est ça, c'est visible. Et puis le fait aussi qu'on partage une langue qui est le français. et vous avez une histoire commune. Et on a une histoire commune, donc il y avait beaucoup à apprendre, il y a beaucoup toujours, encore et encore à apprendre de l'un l'autre. Donc ce qui fait, et le pays a ouvert, les Canadiens ont ouvert leur cœur, ont ouvert le pays à des immigrants, mais il y avait des façons de les accueillir qui n'ont pas été faites de manière à ce que ces gens se sentent dès le départ Canadiens ou Canadiens. ouais, oui. Se sentent chez eux. Moi, je voulais se sentent aussi chez ajouter eux. le côté économique aussi. Parce que les nouveaux arrivants, leur première priorité, c'est de survivre. Alors, ils vont premièrement se trouver un emploi, hein. Essayer de travailler le plus possible, des fois 2, 3 emplois, Je hein, sais. juste pour pouvoir survivre. Alors, ces choses, le côté, l'aspect de pouvoir s'éduquer par rapport au système judiciaire ou n'importe quel autre système, n'était pas une priorité. Puis souvent, les enfants, les jeunes sont à la maison toutes seules ou bien avec des gardiennes. Fait que le fait que les parents n'avaient pas cette éducation-là, ou bien l'information pour pouvoir éduquer leur enfant, mais c'est ça qui fait, qui donne un genre de brisure ou une gap entre l'information que les groupes rationalisés ont et puis les groupes qui ne sont pas rationalisés ont. Oui. Les parents des autres Canadiens, ils connaissent l'information, ils la partagent avec leurs enfants. Bien, puis- ils ont vécu dedans depuis toujours. Exactement. C'est ça, ils ont vécu. Et j'ai un exemple qui est très flagrant par rapport à ça. Moi, je connais un médecin. Il vient du Maroc, je crois. Et c'est un médecin qui gagnait très bien sa vie. Il était spécialiste dans son domaine. Et donc, il écrivait beaucoup. Il avait vraiment il a développé toute une expertise dans son domaine de profession. Il arrive ici, il est venu dans le programme professionnel. Et donc, la manière qu'il expliquait ça, c'est qu'on m'a fait miroiter que j'allais venir et que j'allais travailler tout de suite, qu'il n'y avait pas de problème. Donc, il a pris tout ce qu'il avait, toute son économie. Il a mis ses 2 filles à l'école privée parce que dans sa tête, j'allais travailler rapidement et garder ce style de vie-là. Donc, il arrive et il met ses 2 filles à l'école privée, il s'achète une maison, la femme faisait ses petites affaires, essayait de se trouver un emploi. 1 an, pas d'emploi, 2 ans, pas d'emploi, et en plus, on lui dit que tu dois retourner aux études. Avec quel argent qu'il va retourner aux études quand c'est lui qui doit prendre soin de la famille en attendant? La femme a trouvé un emploi, mais c'est un travail au niveau communautaire qui ne nous donne pas donne pas beaucoup. beaucoup. Donc, imaginez-vous toutes les difficultés que ces gens ont eues. Donc, Difficultés financières, mais aussi Oui. les difficultés
personnelle et de couple et de famille. Justement, parce que tout ce que ça a fait, ça a amplifié les relations, ça a amplifié, ça a carrément mis vraiment là, au plus bas niveau la relation familiale. La femme commence à chialer, c'est à cause de toi, j'ai suivi, nanana. Les enfants sont maintenant au courant qu'ils doivent laisser l'école privée. Oh mon Dieu, donc on a eu tout un cliché sur les écoles publiques. Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis finalement, ils ont convenu de laisser le pays. Ils ont laissé le pays après 5 ans et ça, c'était vraiment l'enfer, un déchirement. Donc, il y a toute cette façon-là. Peut-être que puis là, eux sont partis, il y en a qui restent, il y en a qui ne peuvent pas partir parce qu'il y a déjà des choses amorcées, ils ne peuvent pas retourner. Souvent, on pense avoir expliqué à quelqu'un comment ça fonctionne ici, mais le dire et le vivre, c'est deux choses. Il me semble que s'il y avait des jumelages pour que les gens apprennent ici, puis je ne veux pas dire ici ça fonctionne comme ça, il faut que vous entriez dans le système, mais il reste que c'est ça. Il faut savoir comment ça fonctionne. Puis ça fonctionne, il n'y a pas deux places sur la planète où ça fonctionne de la même façon. Donc, il faut être accompagné pour comprendre dans le quotidien qu'est-ce que ça veut dire. Pour moi, un des plus gros exemples de la réalité des choses et ce qui se fait vraiment, puis ce qu'on nous dit, c'est le fait qu'on a toujours eu l'impression que si tu es traité comme si tu étais innocent, jusqu'à ce qu'on te prouve d'être coupable. Ouais. Mais dans la réalité des choses, là, ce système, la manière qu'il est fait, on te traite comme un coupable. Et c'est à toi de t'arranger pour démontrer que tu es innocent. Fait que déjà là, la mentalité des gens qui ne connaissent pas le système vont sentir que, OK, j'ai rien fait de mal, alors je vais juste passer par le système et puis tout va bien aller. Mais la réalité, que c'est pas toujours vrai. Non, parce que ça... faut avoir un avocat. Exactement. Il faut cher pour montrer qu'on est innocent. Dans cette intégration, ce serait aussi bénéfique d'avoir des cours 101 en droit. Moi, je le dis, j'ai fait une présentation à l'université d'Ottawa là-dessus. Pourquoi? Parce que un exemple très simple que j'ai eu à vivre, le jeune, il voulait le numéro de téléphone de la jeune fille, il vient de l'Afrique, il insiste parce que pour lui, dans son pays, ça se fait comme ça, et ça montre à la jeune fille que tu as un intérêt. Donc, il continue. La jeune femme ne fait rien d'autre, prend son téléphone, appelle la police. Et le gars se retrouve du jour au lendemain en prison. Il ne comprend pas pourquoi, qu'il s'est fait traiter comme un criminel. Et puis, là, il veut mourir. Il dit, moi, je veux me suicider parce que là, je ne me vois pas. C'est la honte, je ne me vois pas passer ma vie en prison. Et puis les parents. Donc, c'est ça. Les parents réagissent Donc, aussi. c'est tout ça. C'est des petits trucs qui nous semblent anodins, mais qui ont... C'est ça que je veux dire. On peut dire ici, les filles sont égales, on ne peut pas harceler. Mais ça veut dire quoi, ça, pour lui? Il n'avait pas harcelé, là, il avait insisté pour avoir un numéro de téléphone. Justement. Donc, il y a tout ça. Et sans compter aussi les enfants dans ce domaine-là, on peut parler de la société de l'aide à l'enfance qui vivent ça. Dans des familles haïtiennes, un exemple simple. Un parent haïtien qui est très fâché, il peut dire, moi, je vais te tuer. Il dit à l'enfant, je vais te tuer. Mais ça, c'est une façon, dans la colère, généralement, les parents haïtiens le font. Mes parents m'ont dit aussi, c'est pas la fin du monde. Nous, on riait de ça. Mais l'enfant, pour une raison donnée, va à l'école, dit à son copain, mon père, oh, je ne peux pas faire ça, mon père va me tuer. Et l'enfant le dit à sa professeure, la professeure appelle le travailleur social qui, maintenant, ça commence un peu à arranger parce que là, ce service commence à discuter avec les communautés, donc il y a des petits trucs qui commencent à s'arranger, mais appelle le travailleur ou la travailleuse sociale qui, elle ouvre un dossier, et puis là, ça commence, on prend l'enfant. Une des histoires les plus tristes que j'avais entendues, c'est une maman qui était toute seule, qui est arrivée au Canada depuis pas très longtemps, je sais pas d'Afrique. Et elle était avec ses 2 enfants, qui avaient 10 ans puis 6 ans, je pense. Et elle est allée au magasin chercher une pinte de lait, chercher du lait ou des choses, chez le dépanneur. Et elle a laissé les enfants seuls. Puis, bien sûr, je veux dire, ça se fait tout le temps. Et la voisine, au lieu de regarder s'occuper des enfants pendant qu'elle était partie au magasin, elle a appelé la police. Puis la police est arrivée, puis ils ont enlevé les enfants. Puis pour un certain temps, elle les aurait revus après, mais elle n'avait aucune idée de ce qu'elle avait fait de mal.
et l'angoisse qu'elle a vécue aussi. Wow, Parce moi, que je- j'ai entendu au moins de ces cas-là Ah dans oui, dans nos oui, 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 oui. communautés. Et l'angoisse, la peur, parce que ces gens vont faire face à un système qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne peuvent pas vraiment comprendre. Et il y a la Le barrière, système, ils ne comprennent pas, Darlene, et c'est parfois le discours, le langage qu'on dit, justement. parce que c'est des jargons. Moi, je sais, des fois, j'ai des personnes qui viennent à mon émission, puis je leur dis, vous allez arrêter de parler en jargon, je ne comprends pas ce que vous dites. C'est Faut aller ça. à la pause. Je parlais à tout le Ouais. monde. On va aller à la pause, on revient tout de suite, reste avec nous. Le 14 octobre, c'est un vendredi soir à 18h30 au complexe Saint-Laurent, dans l'est de la ville. Il y aura un colloque où, en fait, c'est une soirée de réflexion, de discussion sur les jeunes racialisés et le système judiciaire. Euh, c'est un problème. Hein? Je disais au début de l'émission qu'il y a surreprésentation, mais c'est pas fictif, là, ce problème-là. Là. Non, malheureusement, parce que le rapport de M. Sappers l'avait bien mentionné. La population noire représente seulement 2,9% dans la population, mais représente en milieu carcéral 80%. Imagine. Et les autochtones, 46%. Donc, ça veut dire qu'il y a un réel problème. Et aussi, depuis 2003, le niveau, ou bien le taux des Blancs dans le milieu carcéral a Ah, diminué baisse, de 3%. Donc, ça veut dire que les gens vont dire, ben, peut-être que les Noirs sont beaucoup plus violents ou tout ça. Mais on s'est rendu compte aussi que moins de 30% de ces gens-là qui sont en prison, donc ce qu'on appelle les gens racialisés, 30% de ces gens n'ont pas de dossier ou de crime relié à la sexualité. Donc, ça veut dire que c'est très bas par rapport aux normes qu'ils représentent. Donc, ce n'est pas ça le problème. Donc, c'est quoi le problème finalement? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que ça vient de différentes sources. Il y a le fait que beaucoup de ces jeunes-là, et comme on a dit, il y a la précarité, la pauvreté, tout ça qui les amène à poser certains actes. Il y a le fait aussi que de ces jeunes-là, beaucoup d'entre eux ont de la difficulté à garder une bonne relation avec leurs parents. Donc, il y a beaucoup de difficultés de communication parce que les parents vivent une réalité, ces jeunes vivent une autre réalité. Et ces jeunes n'ont pas nécessairement des programmes qui sont faits à leur mesure, à leurs besoins, pour pouvoir les aider à continuer sur la pente. Il y a beaucoup de manques. Mais l'autre chose aussi, c'est le profilage racial. OK. De quoi on parle quand on parle du profilage racial? On parle que le premier contact du système judiciaire est avec un policier. Alors, quand quelqu'un fait un appel ou bien un policier décide d'arrêter quelqu'un, puis juste pour leur poser des questions pour une raison quelconque, ils remplissent un rapport. Alors, dans ce rapport-là, ils décident, OK, cette personne-là, regarde, ils ont commis cet acte-là, alors je les embarque avec moi pour les emmener au holding cell, comme ils disent sur Elgin. Des fois, ces rapports-là, c'est ça que le juge va utiliser pour pouvoir faire sa décision. Fait que quand on parlait de bias tout à l'heure, puis on parlait aussi de la manière qu'on voit les gens pour la première fois, ça a rapport avec ce que le policier va interpeller. Fait que si tu rencontres quelque part dans un environnement, peut-être dans un quartier, qui est reconnu d'avoir des gangs ou de la drogue qui circule, toi, tu as été arrêté là pour une raison à une heure tard dans la soirée, alors le policier va peut-être juste décider que, regarde, toi, tu es là pour une raison quelconque qui n'est pas positive, peut-être être un membre d'une gang, alors regarde, je mets ton nom dans mon rapport, puis je t'embarque avec moi. Alors, finalement, ce que je comprends bien, si je comprends bien, c'est que les rapports sont souvent faits de façon un petit peu gratuite.
Regarde, c'est comme, dans d'autres cas, on n'aurait rien que dit, écoute, va, puis voilà, recommence justement. pas. Exactement. Mais dans ce cas ici, on remplit des rapports parce que le jeune, il est noir et ça va le suivre. Mais on va au-delà aussi de l'idée que c'est le premier rapport avec la police, avec le policier. En plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas où, par exemple, des jeunes qui se rendent dans un dépanneur. Oui. Ces jeunes volent des choses. Ils ont leur sac à dos. Il y en a qui volent des choses. Dans des cas, la personne, le commis qui est au dépanneur décide d'appeler la police et décide d'appeler la police pour le jeune noir. Donc, quand il fait son rapport, la manière qu'il fait toute la description amène vers ce jeune noir-là et laisse les autres amis qui étaient avec. Alors qu'il aurait dû tous être pris par la police. Donc, ce qui Oui. fait que ce jeune est carrément victime du fait qu'il n'a pas la bonne peau. Oui. Et c'est ça aussi. Donc, ce jeune va être criminalisé. Et des fois, le policier peut décider, on va te mettre dans un système de déjudiciarisation. Ça veut dire qu'on ne va pas faire un gros problème avec ça. On va appeler papa et maman, on va expliquer la chose. Et puis, on va quand même avoir un petit dossier là au cas où tu fais un autre problème, tu commets un autre délit. Et puis, ici et ça, donc tu vas aller dans la communauté faire des choses comme ça. Mais dans beaucoup de cas, une fois que le nom est là, et c'est ça le truc, une fois que le nom est là, cet enfant-là peut être suivi aussi. Et cette criminalisation va venir de telle manière que ça va être difficile pour le jeune de sortir. Parce que le prochain policier du encore système. qui va arrêter la même personne pour une autre raison va juste ouvrir son dossier et dire OK, il y avait déjà ça, tu es déjà associé à cette personne-là, à c'est cette ça. occasion-là. Des fois, c'est pas arrêter cette personne-là, c'est arrêter un groupe qui fait du grabuge en quelque part. Là. Et puis, le jeune se trouve à faire partie de ce Au groupe-là. mauvais moment. Oui. Et donc, pour ça, et donc, il y a différentes raisons pour que ce jeune, finalement, se retrouve dans une situation où le système le récupère et le parent qui ne sait rien, parce que beaucoup de gens arrivent avec un traumatisme ici. Ben oui. Donc, ne veulent rien savoir rien savoir de la justice, rien savoir avec, c'est ça. On sait que c'est Donc, la police dans plusieurs pays. Justement. C'est la corruption. Là. Oui, Donc, oui, non seulement la corruption, le fait que la et c'est police aussi a ce droit de vie, de vie et de mort sur où les la personne gens. peut être bastonnée, tout ça, les gens ont peur. Oui. Donc, de savoir que mon fils est dans ce pétrin-là, premièrement, il y a la honte. Il y a des gens qui vont avoir la honte, qui ne vont pas aller chercher de l'aide. Il ne faut pas oublier aussi l'autre aspect, le problème de santé mentale. Beaucoup de ces jeunes arrivent avec un traumatisme, ont un problème de santé mentale, comme le cas d'Abdi Rahim. Oui. Donc, Abdi Rahim, c'est ce jeune. Abdi Rahman, sorry. Plutôt. C'est ce jeune qui a été tiré par la police. Oui, par d'origine somalienne. Oui. Donc, on a des cas, et ça, c'est un des cas. Il y en a plusieurs comme ça. Il y a un jeune qui s'est fait dans l'autobus d'Océ Transport, a eu sa crise, a commencé à crier. C'est sûr que le chauffeur n'est pas un intervenant en ce sens-là. Il ne peut pas intervenir correctement. Il appelle la police arrive, embarque ce jeune-là. C'est un casier judiciaire qui s'ouvre. Donc, le temps de faire le test pour déterminer que ce jeune-là a un problème mental, il y a plein de choses qui pourraient arriver. Cas de figure, bastonnade, mauvais traitement et tout ça. Ce n'est pas dans tous les cas où la police va réagir comme ça, parce qu'il faut le dire, beaucoup de policiers ont cette capacité de se retenir, mais il y en a qui ne se retiennent pas. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à régler et à outiller les policiers adéquatement, de telle manière qu'ils arrivent à comprendre comment intervenir. Est-ce que c'est un problème en santé mentale? Parce que, est-ce qu'un problème de violence vraiment? Les problèmes de santé mentale ne devraient pas se retrouver dans le système judiciaire. Et on sait que c'est un dossier qui commence à être regardé par la province. Toi, tu fais partie, comment ça s'appelle? Du comité d'intervention policière comité communautaire. D'intervention policière communautaire, oui. Est-ce qu'on en parle de ça, de cette question de santé mentale? Absolument. On commence vraiment à parler de la possibilité que les policiers travaillent avec d'autres services, d'autres organisations. Ça veut dire quand ils arrivent dans un appel, qu'ils essaient d'identifier, OK, ça, c'est-tu
une situation où ce que je devrais interférer, ou je devrais juste appeler quelqu'un d'autre qui travaille dans un autre organisme, domaine, Absolument, pour oui. venir. Fait Oui. que il faut vraiment commencer à regarder les choses de cette Parce qu'il y a manière-là. toute une... Est-ce que c'est un aspect, je sais qu'il va être le solliciteur général Yassir Nagvi, qui est aussi député d'Ottawa-Centre. Est-ce que vous allez en parler de ça le 14, de cette nouvelle approche qui aiderait tellement de jeunes? Il a la responsabilité d'en parler, de dire ce qu'ils font pour que les choses se règlent et se résorbent. Donc, on lui envoie cette responsabilité-là. On Mais espère on qu'il espère va qu'il va en prendre. parler. Je Oui. sais que Charles Bordelot, le chef, en a parlé lorsqu'il est venu à l'émission. Parce que présentement, les policiers, c'est vrai qu'il y en a qui ont le jugement, il y en a qui, des fois, perdent le nord, parce qu'ils sont tous humains aussi, Oh, tous bien et sûr. toutes. Mais la tâche, elle est énorme présentement. énorme, ça, c'est Là, vrai. c'est fou. Et là. c'est pour ça qu'on veut mettre l'accent sur le fait de travailler ensemble. On Oui. ne peut pas régler un problème qui nous touche autant et avoir seulement des décideurs qui sont de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté, qui ne comprennent pas nécessairement toutes les réalités. Des deux côtés. Des deux côtés. Donc, si on doit régler le problème en santé mentale, il va y avoir des intervenants qui travaillent dans ce domaine-là, qui connaissent les choses, les familles, pour les intégrer Oui. dedans, pour Oui. pouvoir trouver des solutions qui répondent correctement à cette difficulté-là, à cette problématique. Si on parle de profilage racial, si on parle de problèmes qui touchent les communautés ethnoculturelles, il va falloir qu'on ait des gens qui siègent dedans. Sur le conseil d'administration du service correctionnel, combien de Noirs qu'il y a sur ce conseil d'administration? De ma connaissance, il n'y en a pas. S'il y en a, il va falloir qu'il me corrige. Et ça, c'est une réalité, Oui. parce que la Oui, majorité oui. de nos gens sont issus de ces communautés-là, mais on n'a pas de représentation. Ouais, non, ça n'a pas d'allure. On va aller à la pause, on revient tout de suite. On va vous montrer dans quelques instants l'affiche qui annonce le colloque, ou je ne sais pas un colloque en fait, c'est une soirée de réflexion Oui, oui. sur le système judiciaire canadien et les jeunes racialisés. On la voit en arrière de moi. On va la voir en plein écran dans quelques instants. Alors, la voici. Alors, on voit qu'il y a Abel Maxwell qui va donner une conférence. Ma collègue Barbara Laurenstein, l'animatrice d'entre nous, qui anime. Unité, ça, c'est un jeune Oui, de... c'est un groupe. Oui. En fait, Abel Maxwell et Unity vont Abel performer. Maxwell. Oui, oui. Abel Maxwell, c'est un chanteur. Oui, Oui, en effet. Et dans les conférenciers, il y aura Yassir Nagvi, le solliciteur général, toi, Darlene, et Carl Cartwright, qui est policier. Ça se passe en français? Ça se passe en français. Il va y avoir aussi le chef de police. police qui va être là. Charles Et Bordelot. naturellement, ma collègue qui va être avec nous, qui a travaillé fort sur cette initiative. Juste pour clarifier, le chef de police va être en dehors de la ville, du pays cette journée-là. C'est par mais intérim, quelqu'un oui. par intérim va être là OK. pour le remplacer. Et puis, D'accord. on va en profiter aussi, Ginette, pourquoi pas, de remercier Akassan, par exemple, qui nous a permis d'avoir les fonds nécessaires pour Akassan, qui est Haïtien Cap Soutenir Haïtien Net Alcoolé, qui est un organisme qui aide des initiatives similaires et d'autres initiatives qui ont rapport au développement de l'être, au développement des personnes et qui... Et grâce à eux, on a une salle et puis on va permettre d'avoir un rafraîchissement parce qu'on n'a pas des sous, on n'a que nos sous là, qui nous permettent d'avoir... On n'a que notre cœur. notre cœur. Votre cœur et votre ça. temps, c'est déjà... c'est énorme. C'est énorme. Tu voulais nous parler aussi des chiffres, hein? Les montants que ça coûte pour garder des personnes en prison. Oui, absolument. Donc, ça coûte environ aux contribuables 117 788 $ par année là, pour chaque prisonnier. Et ça aurait été bénéfique si on plaçait cet argent-là parce que ça nous coûte seulement 35 101 $ par année pour les délinquants qui sont dans la collectivité, donc qui arrivent à s'intégrer, à reprendre leur vie ou à avoir un suivi pour qu'ils se reprennent en main. Donc, imaginez
tu sais, l'espace, Oui, ben l'argent, oui, ben oui, ben le oui, manque à gagner qu'il y a, c'est si on presque mettait 4 fois. c'est ça, si on mettait cet argent-là pour leur Oui, intégration, pour oui, leur permettre de se réhabiliter et en même temps avoir cette capacité-là de faire le lien avec la famille et tout le oui. système social qui les permette de se reprendre en On, main. ça mène à rien de prendre un jeune puis de l'isoler à l'extérieur puis de lui dire, bon là, t'es un pas bon, là, t'es un délinquant, là, tu vas t'en aller là-bas, puis achète-nous pas, tu reviendras dans C'est 4 plus ans. facile, plus vite de C'est faire plus ça. facile, ça a C'est l'air plus comme, expéditif. oui, C'est plus facile, plus vite que d'essayer de penser c'est quoi le problème de base oui, exactement. Le problème de pauvreté, ça c'est la première chose. La première chose, quand tu es pauvre, là, puis tu essaies de survivre, ta manière d'être est totalement différente que si tu étais une personne qui avait des choix. Tu comprends? Alors, juste là, de pouvoir s'asseoir avec les familles, donner du soutien, des ressources aux parents, les mères monoparentales. oui, oui. Ils essaient de faire un travail. Moi, là, j'ai un mari, là, puis quand même, c'est beaucoup de travail. D'avoir 2 enfants, je peux vraiment pas imaginer. À chaque matin, je me dis comment ils font les mères monoparentales. Alors, Et les pères monoparentaux aussi, c'est parce vrai, qu'il y en a il beaucoup faut dire ça. maintenant. Oui, Il faut oui. dire ça, tu comprends? Ils ont même leur association, donc ça prouve que... Exactement. Alors, le problème est là. faut penser à la source du problème. Il faut essayer de vraiment s'asseoir puis investir au lieu de réagir tout le temps. À la prévention. Et puis, une lacune qu'il y a prévention, aussi dans les programmes, c'est que la majorité des programmes qui sont ici sont des programmes qui sont calqués sur la réalité états-unienne. On dit toujours que le Canada n'est pas les États-Unis. Oui, on se l'accorde, mais en même temps, pourquoi ne pas s'asseoir avec les personnes concernées pour qu'on trouve des solutions authentiques qui sont propres à nous? Parce que ces besoins-là, veut pas, on n'en est pas arrivé comme aux États-Unis, là. On n'est pas arrivé à ce niveau-là. Ben, Donc, ça veut j'espère dire qu'on qu'il y n'y a beaucoup, arrivera jamais. justement, donc Mais il y a beaucoup de choses à faire et il faut agir vite. avant d'arriver, Oui. Exactement, Et puis, avant d'arriver là. et puis il nous faut cette ouverture d'esprit. On n'est pas là pour critiquer le système. Généralement, oh, c'est des chiens. Il faut tout simplement s'ouvrir le cœur, s'ouvrir la tête, s'ouvrir le cœur, l'esprit. s'ouvrir la tête. Et Oui, donc, oui, pour oui. dire, OK, bon, Ouais. on a fait notre mieux, on n'est pas encore arrivé à la perfection, donc ça veut dire qu'il y a des choses à faire. On va s'ouvrir de telle manière à donner de l'espace à tout le monde Oui. et qu'on trouve cette solution-là. Cette solution durable parce qu'on est en train, mine de rien, de sacrifier des générations. Ben oui. C'est des générations qui sont en train de Et d'être puis sacrifiées. toute une société qui pourrait Justement. profiter de ces personnes qui chacun a son unicité. Chaque personne a quelque chose à contribuer. Chaque personne est une lumière dans son milieu. Mais on éteint la lumière là, C'est ça que quand j'essaie toujours de promouvoir dans le milieu du travail, Oui. quand que je parle de la diversité. Alors, on perd notre côté comme que disait en anglais, innovation, OK? Notre côté innovatif. Oui. Quand on ne permet pas de chaque personne de différentes voix Ben de oui. s'asseoir sur la table et de pouvoir, tu sais, Ben oui, de Façonner, contribuer. façonner. de pouvoir Exactement. valoriser, d'avoir Valoriser. quelqu'un qui le regarde Oui. et qui dit tu Ah, es important. est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à Oui, ci? puis Il dire manque t'es ci. important. T'es Exactement. important dans le travail, t'es important dans la vie, t'es important partout. Mais non, on écrase des gens comme s'ils ne sont pas importants, puis ils on sont pas plus de toujours- troubles que d'autres choses. Il faut aller à la pause. On revient tout de suite. Ah, je suis en compagnie de Ketia Dorsainville-Peters et de Darlene Fabianosis. Et nous vous avons présenté tous les dossiers qui entourent, les réflexions qui entourent la journée qu'elles organisent le 14 octobre. En fait, ce n'est pas une journée, c'est une soirée. Une soirée de réflexion sur les jeunes qui sont racialisés et le système judiciaire. Parce que le rapport n'a pas d'allure, là, c'est surreprésenté. Et c'est comme pour nos jeunes autochtones, c'est la même chose. Si vous voulez vous inscrire à cette soirée, c'est gratuit, hein? Oui, c'est gratuit. Si vous voulez vous inscrire, je vous donne un numéro de téléphone si vous voulez le noter. L'adresse est à Ottawa, mais le numéro de téléphone est à... Parce que T'es c'est tout important. partout, hein? Oui, je suis partout. Partout, Darlene. Alors, c'est dans le 819-665-1185.
665-1185 ou vous communiquez avec nous à TV Rogers et nous vous donnerons l'information au sujet de cette soirée. C'est important que la communauté soit là, hein? Oui, absolument. C'est important parce que s'ils disent que les personnes qui vont être là, ils disent qu'on est prête à vous écouter, on est là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, travailler ensemble. Puis la communauté ne vient pas les rejoindre à mi-chemin. Alors la prochaine fois, ils vont dire, écoute, regarde, on a essayé, nous autres. Mais la communauté n'était pas là pour... Oui, on voit aussi l'adresse de Kétia qui est sur Facebook présentement. Donc, oui, donc il faut que la communauté soit là pour démontrer que. Mais tu sais, c'est L'intérêt toujours. est là. Oui, l'intérêt est là, mais c'est toujours un petit peu intimidant pour certaines personnes d'aller dans des milieux comme ça qu'on ne connaît pas, puis d'arriver. Est-ce que vous allez avoir des gens à l'accueil pour aider Absolument, aux personnes qui sont un petit peu plus timides? Absolument, je vais Oui, être là. absolument. Je vais être là pour bienvenue à tout le monde qui veut Accueillir venir. tout le monde qui Accueillir arrive. Oui, on va être là et on va aussi avoir des bénévoles, des jeunes OK. qui veulent être là, qui veulent faire du Et bénévolat. j'espère que les jeunes vont être là. Merci beaucoup, hein? Puis Merci, merci d'avoir bonne été. réflexion. Félicitations. Merci à vous aussi d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain.